avant de céder la parole à ceux qui connaissent la question qui sera évoquée cet après-midi, je voulais vous donc dire mon plaisir en tant que directeur de l'Institut des études sur la guerre et la paix de cette université, mon plaisir d'être ici et d'avoir contribué à l'organisation et de ce cycle de conférences et de ce colloque. Et je dois remercier ici les intervenants et du cycle et du colloque qui nous permettent donc de penser ces enjeux stratégiques en Asie et qui jettent une lumière sur un espace stratégique complexe que, en tant que non spécialiste de ces questions, je serais tenté de caractériser comme relevant du concept de l'Unheimlich, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté ou autre traduction de l'étrange familier. Il y a en effet des dynamiques stratégiques en Asie qui mobilisent des référents qui nous sont relativement familiers, qui font d'ailleurs, c'est ce qu'avait présenté Jean-Marie Guéhenno dans sa conférence, qu'on parle d'un retour de la géostratégie. On a affaire à des acteurs étatiques puissants, pour certains d'entre eux et pour même un certain nombre peu contestés en interne et peu sensibles à la pression extérieure d'instances supranationales. Donc on a des acteurs étatiques forts. Par ailleurs, on a des acteurs qui s'appuient sur des revendications parfois nationalistes, tout à fait assumées, voire totalement décomplexées, et même dans un pays comme le Japon. Et on a aussi affaire à des conceptions de la puissance qui s'expriment de façon relativement classique par le renforcement des appareils militaires. Et donc ce référent, finalement, donc familier, amène à penser des configurations stratégiques dans des termes qui aussi nous sont familiers. Je parlais du terme de puissance, des processus de polarisation, des termes d'influence, qui sont les référents habituels avec lesquels on pense les dynamiques stratégiques. Et pourtant, on a le sentiment que, justement, les dynamiques de cet espace ne sont pas réductibles à la somme des dynamiques que je viens d'évoquer. Les notions d'influence, quand elles se combinent, les dynamiques de polarisation, lorsqu'elles s'articulent les unes avec les autres, produisent des effets, justement, qui vont au-delà de l'addition des puissances, de l'addition des polarités. C'est donc ce que j'appelle l'inquiétante étrangeté et ce que nous permet de mesurer, et le cycle de conférences qui vient de s'écouler et la table ronde qui va se dérouler maintenant, c'est de multiplier les points de vue, multiplier les perspectives, afin de comprendre comment, au-delà de ces dynamiques qui nous sont familières, se mettent en jeu des phénomènes singuliers, des phénomènes pour lesquels, éventuellement, il nous manque un petit peu de référents. Et c'est à nouveau pourquoi je remercie les participants ici de nous aider à faire émerger la compréhension de cet espace singulier. Merci. Merci, monsieur le directeur, pour ces mots d'introduction. Donc nous avons une après-midi chargée parce qu'on a des spécialistes tout à fait remarquables qui vont vous présenter leur point de vue, et une après-midi chargée parce qu'on va évidemment traiter de l'Asie. Alors on peut voir l'Asie sous la problématique choc des géants, États-Unis, Chine, Japon, Chine, Russie, Asie, mais je pense qu'il faut aussi voir l'Asie de notre point de vue européen, c'est-à-dire qu'il faut avoir une approche de l'Asie qui, j'allais dire, sorte des grands thèmes qui sont ceux qui sont développés notamment dans le monde anglo-saxon, où on voit plutôt la problématique de l'Asie comme une problématique de concurrence, voire d'affrontement.
elle existe, cette problématique, mais il y a aussi la problématique de l'Asie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et comment l'Asie, finalement, est en train de transformer le monde dans lequel nous vivons, d'un point de vue économique, financier, politique, etc. Et donc, ce qui importe aussi, c'est de voir comment cette Asie, elle est en marche. Elle est en marche à travers l'action de la Chine, des pays qui entourent la Chine, etc., etc. Alors, deuxièmement, quand on parle de l'Asie, on a toujours un petit peu peur, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est bien lointain du nôtre, en termes culturels, en termes d'histoire, etc. C'est vrai, en même temps, je crois qu'il faut que nous fassions maintenant l'effort de nous intéresser à nouveau à l'Asie et notamment à la Chine. Et je crois qu'on peut le faire sans nécessairement passer par la connaissance de la langue, même si celle-ci, évidemment, peut aider. Vous vous souvenez tous que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont entrer au Japon. Ça va être dur, mais ils savent qu'ils vont rentrer au Japon. Et se pose la question, comment va-t-on administrer le Japon ? Et en fait, la réponse initiale, elle va être donnée par Ruth Benedict, une universitaire américaine qui a écrit un livre qui s'appelle en français « Le chrysanthème et le sabre ». Ruth Benedict n'a jamais été au Japon. Elle ne connaissait pas le japonais, mais elle a eu la curiosité de s'intéresser à cette réalité complexe qu'était le Japon. Et elle en a tiré un certain nombre d'enseignements qui vont servir en termes politiques aux Américains pour définir la façon dont ils vont occuper le Japon, dont ils vont gérer le Japon de l'après-guerre. Alors donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'Asie, il faut se réinvestir dans la connaissance de l'Asie, et ce réinvestissement, il passe par la connaissance de l'histoire, la connaissance de la culture, parce que sans connaissance de l'histoire, sans connaissance de la culture, on ne peut pas faire de relations internationales, on pense mal les questions stratégiques. Donc je crois qu'il faut voir ces problématiques asiatiques, bien sûr, comme on va le faire à travers la rencontre entre des nouveaux géants ou des géants anciens qui se retrouvent à nouveau, comme les États-Unis, la Chine, etc. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a ce réinvestissement concernant l'Asie. Alors pour ce faire, nous avons 5 grands spécialistes. Nous allons, je vais respecter l'ordre de passage, et nous allons commencer par un exposé de M. Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est du CAPS du ministère des Affaires étrangères et qui enseigne également à Sciences Po. Et M. Jean-Gène Villemer va nous présenter la relation États-Unis-Chine vers un monde bipolaire, point d'interrogation. Donc, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je m'excuse d'avance, je devrais partir à 16h30, donc je ne sais pas à quelle heure la table ronde doit terminer. Mon intervention ne porte pas sur la Chine, ni sur les États-Unis, ni même sur leurs relations, les relations sino-américaines, mais davantage sur la place que ces relations ou cette confrontation, si on veut, occupent dans une réflexion plus large qui est une réflexion sur les mutations du système international, c'est-à-dire dans quel système sommes-nous et vers quoi allons-nous, puisqu'il s'agit de faire un exercice de prospective. C'est pour ça que dans le titre, on dit vers, et que je parlerai de l'horizon plutôt 2025-2030 et non pas de la situation actuelle. Donc le système international, il a été bipolaire durant la guerre froide, naturellement. Il a été relativement unipolaire jusqu'au début des années 2000. On voit depuis un effritement des États-Unis, qui sont plus l'hyperpuissance qu'avait bien décrit Védrine. Et il est aujourd'hui dans un état transitoire qui est difficile à qualifier. Il n'est pas apolaire ou même zéropolaire, puisqu'il reste des pôles de puissance qui sont solidement constitués. Et il est moins unipolaire qu'avant. Les États-Unis continuent de dominer, mais plus de façon hégémonique. D'où la thèse officielle en Chine, puisque les Chinois font preuve en général d'un relatif consensus à ce sujet. La thèse officielle, c'est celle d'un monde multipolaire, déjà multipolaire. Quand on parle avec les Chinois, ils vont dire que le monde est multipolaire, mais néanmoins toujours dominé par les États-Unis. Donc on souligne la suprématie toujours américaine. Et certains, comme par exemple Yan Xuetong, qui est directeur de l'Institute of International Studies de l'Université de Tsinghua, qui publiait il y a 2 jours un article là-dessus, sur la place de la Chine dans le système international, dans le China Global Times, pense même que le monde est toujours unipolaire. Et donc, lui va plus loin, il dit qu'il n'est pas multipolaire, il est toujours unipolaire, c'est-à-dire dominé par les Américains. Donc les Chinois sont généralement modestes dans leur place dans la place que leur pays est amené à occuper dans ces mutations de l'ordre international, et ils se gardent bien d'être aujourd'hui triomphalistes.
L'hypothèse néanmoins que j'aimerais développer, qui est une hypothèse qu'on a développée au CAPS, au Centre d'analyse de prévision de stratégie du ministère, c'est que nous assistons déjà à une bipolarisation croissante sino-américaine et qu'à moyen terme, vers 2025-2030, donc, le monde sera redevenu bipolaire, c'est-à-dire organisé autour de la rivalité de deux superpuissances, mais d'une bipolarité qui est très différente de la seule bipolarité qu'on a connue, celle de la guerre froide. Et justement, tout l'enjeu épistémologique, c'est de ne pas penser cette bipolarité comme on pense l'ancienne, puisque cette fois, ces deux superpuissances seront à la fois interdépendantes et concurrentes, les États-Unis et la Chine. Donc, dans un premier temps, il faut montrer pourquoi la bipolarité est inéluctable. Pour émerger dans les conditions actuelles, qui sont des conditions d'unipolarité effritée, la bipolarité a besoin de 4 conditions cumulatives. D'abord, il faut de l'espace, c'est-à-dire il faut un repli américain. La bipolarité ne peut pas émerger si l'unipolarité américaine est toujours trop forte. Donc le repli américain, première condition. Ensuite, la Chine doit continuer à croître comme elle le fait actuellement, mais elle doit continuer à croître jusqu'à arriver au niveau des États-Unis et dans plusieurs domaines. La troisième condition, c'est que l'écart doit se creuser entre les deux premiers et le reste du monde, parce que sinon on a une multipolarité ou une forme d'oligarchie, mais on n'a pas une bipolarité. Donc il faut qu'il y ait un écart qui se creuse entre la Chine et les autres. Et enfin, pour parler de pôle, il faudrait qu'un nombre croissant d'États se sentent contraints de choisir en quelque sorte entre les États-Unis et la Chine. Alors la première condition, le repli américain, on peut dire qu'elle est déjà satisfaite. Le contexte global est à la remise en cause croissante de l'ordre occidental et l'affirmation de l'hégémonie chinoise en Asie de l'Est n'est que l'un des symptômes de ce repli. L'incapacité à agir en Syrie, l'annexion de la Crimée en sont deux autres. On sait en termes stratégiques que l'ère Bush des grands déploiements est terminée et que la stratégie furtive d'Obama, qui est une stratégie basée sur le cyber, les drones et les forces spéciales, est plus discrète. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Donc le repli américain, en fait, n'est que relatif. Les États-Unis ne se retirent pas du monde, ils s'y font plus discrets et ils revoient leurs priorités, c'est le fameux pivot asiatique. Malgré tout, on peut parler d'un certain repli qui laisse de la place pour les autres, en l'occurrence la Chine, pour croître. La deuxième condition, c'est donc la montée en puissance chinoise, qui va réduire l'écart avec les États-Unis. On le sait depuis l'automne dernier, le FMI l'a dit, la Chine était en 2014 la première puissance économique mondiale en PIB mesurée en termes de parité de pouvoir d'achat. Alors c'est évidemment contestable, puisque ça dépend de l'indice qu'on utilise. La Chine réduit également l'écart dans ses dépenses militaires, elle en fait même une priorité. Elle a des dépenses militaires d'un montant de 148 milliards de dollars, c'est 3 fois plus que nous, on est à peu près à 42, et elle est depuis 2014 à la 2e place mondiale, toujours très loin des États-Unis qui sont à 575 milliards, mais si la Chine continue à dépenser autant pour sa défense, en 2025-2030, elle n'aura pas atteint le budget américain, mais elle l'aura très fortement approché. La troisième condition, c'est que l'écart se creuse entre la Chine et les États-Unis d'une part et le reste du monde. Sinon, on n'a pas de bipolarité, on a quelque chose de multiple. Et c'est ce qu'on voit. On voit que la Chine se détache des autres BRICS. Le développement de l'Inde est et restera moins rapide que le développement de la Chine. L'Inde pourrait avoir besoin de plus de 4 décennies pour devenir un pays à haut revenu, contre 10 à 15 ans pour la Chine, et l'Inde sera davantage affaiblie par des divisions ethniques et religieuses et des velléités séparatistes. Les autres émergents auront en 2025-2030 émergé et maintiendront leur poids respectif. Certains même pourraient avoir disparu de l'échiquier qu'on a aujourd'hui, mais dans tous les cas, ils n'auront pas la place qu'aura la Chine. Et la quatrième et dernière condition sera qu'un nombre croissant d'États se placeront volontairement ou pas, à leur corps plus ou moins défendant, sous influence américaine ou chinoise. Et on observe déjà ce phénomène sous l'effet des craintes suscitées par la montée en puissance chinoise, que de nombreux États de la région resserrent leurs liens entre eux et avec Washington contre Pékin. Donc la stratégie américaine va consister à tisser autour de la Chine un filet en renforçant les États voisins pour contenir l'hégémonie chinoise. On peut imaginer qu'une coalition anti-chinoise informelle se constituera et que le chef de file de cette coalition pourrait être le Japon ou l'Australie, avec qui l'Indonésie d'ailleurs renforce ses liens, comme avec Washington. En plus de l'allié historique japonais, les États-Unis accordent un intérêt particulier à l'Inde et renforcent leurs liens avec Delhi. Delhi qui a les moyens de devenir à plus long terme cependant une puissance majeure. On voit aussi que le Vietnam et les Philippines se rapprochent des États-Unis. Donc ces alliances sont en train de se former et on voit aussi qu'à l'horizon 2025, d'autres États
auront accepté leur finlandisation à la cambodgienne, on pourrait dire, dans l'orbite chinoise, à l'inverse, sous l'effet de leur dépendance et de leur vulnérabilité vis-à-vis de la Chine, voire de leur doute d'avoir un soutien américain effectif. On peut aller vers la Chine parce qu'on doute du soutien américain. Alors la Chine, bien évidemment, l'objection à cela, c'est qu'elle connaîtra d'importantes fragilités, elle traversera des difficultés économiques et financières, etc. Et c'est certain, et ces dernières pourront réviser à la baisse toutes ces perspectives de croissance, mais elles ne devraient pas remettre en cause la trajectoire globale vers le statut de superpuissance. À la différence de tous les autres BRICS, ça c'est vrai pour les autres BRICS, mais à la différence de tous les autres BRICS, dont l'émergence apparaît encore réversible, celle de la Chine semble suffisamment avancée pour qu'une régression devienne improbable à ce stade. Alors pour finir, quelles sont les conséquences de cette bipolarisation sur l'ordre international ? Tout le défi de cette nouvelle bipolarité sera, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, de ne pas la penser sur le modèle de l'ancienne, c'est-à-dire ce n'est pas une seconde guerre froide, parce que les données sont cette fois très différentes. Dans cette nouvelle bipolarité, les deux pôles sont et resteront interdépendants, contrairement à la guerre froide précédente, ce qui réduira sans doute les risques de conflits graves, mais réduira aussi pour les États-Unis la capacité de résister efficacement à l'affirmation de la puissance chinoise. Deuxièmement, le fait que le socle de l'expansion chinoise sera sa puissance économique, secondée par sa puissance militaire, ce qui est très différent de la guerre froide, puisque le socle de l'affirmation soviétique était sa puissance militaire, secondée par son idéologie universaliste, ça rendra beaucoup plus difficile une politique de containment. La Chine aura les moyens d'utiliser les relations commerciales et financières, comme les prêts, et puis un soft power, Institut Confucius, université, développement, recherche, etc., pour rendre dépendant un certain nombre d'États de manière croissante et de manière apparemment naturelle et légitime, c'est-à-dire sans contrainte et sans avoir à recourir à la force. Dans ces conditions, l'expansion chinoise pourrait progressivement connaître une double évolution. Une évolution d'abord quantitative. Il s'agit déjà plus pour la Chine de s'affirmer seulement dans son plus proche environnement régional. L'influence va passer de l'échelle régionale à terme à l'échelle globale, en diffusant des comportements d'autocensure ou d'autolimitation chez les pays dont elle sera devenue un partenaire trop important pour être ignoré, par exemple, même s'ils sont loin. Et puis une évolution qualitative, puisque sur le socle de la puissance économique, de l'affirmation militaire déjà en cours va se développer l'affirmation diplomatique dont on voit les premiers signes et qui prendra une part de plus en plus importante. La Chine, autrement dit, pourrait devenir plus interventionniste avec différentes manières d'intervenir en dehors de son environnement régional et pas seulement dans son environnement régional. Par exemple, à la faveur de crises qui lui permettra de mettre en avant la protection de ses ressortissants à l'étranger. On travaille sur des scénarios qui sont tout à fait envisageables d'intervention chinoise en Afrique de ce point de vue. Alors ce nouvel ordre bipolaire sera différent du précédent et l'un des enjeux, je vous le disais, est de ne pas les confondre et de ne pas penser la bipolarité dans le référentiel de la guerre froide, puisque cette fois l'interdépendance et le pragmatisme chinois changent la donne. Le pôle chinois ne fonctionnera pas par attractivité, mais il va fonctionner par pression sur son environnement, dans des cercles concentriques du régional au global. On peut d'ailleurs questionner la pertinence du mot pôle dans ces conditions, dans la mesure où il ne s'agira plus d'un bloc d'alliance, comme au temps de la guerre froide, mais il y aura malgré tout des logiques structurantes autour de deux hégémons concurrents. Et c'est pour ça que je maintiens la notion de bipolarité, même si elle ne renvoie pas, une fois de plus, à la bipolarité de la guerre froide. Est-ce que j'ai encore une minute ? 1 minute 30. 1 minute 30 ? Oui, pas plus. Merveilleux. Alors, dans cet échiquier, quel sera le rôle de la Russie ? C'est une question qu'on peut se poser, surtout en ce moment. Dans cet échiquier, on peut imaginer que la Russie n'aura pas un rôle déterminant. Certains estiment que la Chine devra s'allier à la Russie pour se constituer en véritable pôle de puissance. On parle sans arrêt du russo-chinois. D'autres, au contraire, pensent que la Russie rejoindra à terme la coalition régionale anti-chinoise par l'intermédiaire du Japon, une fois leurs différends territoriales réglés. Ce sont des interprétations qu'on trouve dans la littérature. Aucune de ces deux hypothèses ne semble réaliste. Les relations sino-russes ont beau avoir atteint un niveau jamais vu dans l'histoire, selon la ligne officielle chinoise. On l'a vu lors de la signature des 49 accords commerciaux, donc de l'accord gazier récemment, qui était considérable. Elle reste un partenariat méfiant. Elle reste une convergence pragmatique et non une véritable alliance, comme l'a rappelé la Chine lors de la visite récente de Poutine. La Russie n'est que le 10e partenaire commercial de la Chine. Par ailleurs,
3 points. Contrairement à notre tendance à les mettre souvent dans le même sac, ce sont des alliés non naturels. Ils partagent une frontière et des intérêts communs, mais ils sont culturellement très différents. Et on a tendance à sous-estimer cette dimension lorsqu'on parle sans arrêt notamment des vétos russo-chinois, parce qu'ils votent souvent ensemble. Deuxièmement, ils sont et demeureront de sérieux compétiteurs, particulièrement en Asie centrale, l'Asie centrale précarée de Moscou, que Pékin est en train de racheter, et demain en Afrique, ne pas sous-estimer notamment les intérêts russes sur le minerai dans la Corne de l'Afrique, où les Chinois sont déjà présents. Et troisièmement, à mesure que la puissance chinoise s'accroît et que la puissance russe décroît, et pas seulement sous le coup des sanctions, la différence d'échelle entre les deux sera plus évidente. Donc la Russie sera toujours, elle l'est déjà, mais elle sera toujours un partenaire junior pour la Chine, et même un risque. La bipolarisation rendra alors le système international, plus globalement, moins efficace, puisque, comme durant la guerre froide, le Conseil de sécurité pourrait être paralysé par un veto utilisé comme instrument d'obstruction, une tendance qu'on voit déjà. Certaines organisations internationales seront davantage contestées, puisque dans un monde bipolaire, il deviendra impossible que seul un Américain puisse présider la Banque mondiale et un Européen le FMI. Et la remise en cause du système international, ajoutée au développement d'institutions concurrentes, rendra plus délicates les négociations et moins efficaces les grands efforts multilatéraux. La bipolarisation rendra donc la politique étrangère française plus difficile, parce que nous avons besoin de la Chine et qu'il est impossible d'isoler la Chine. Cette nouvelle guerre froide aura ceci de particulier par rapport à l'ancienne, que les États tiers auront cette fois intérêt à ne pas choisir entre les deux grands, tandis qu'il s'agissait de choisir avant, intérêt à ne pas choisir entre les deux grands et les ménager le plus longtemps possible, comme l'ont d'ailleurs compris les États de la région, qui prennent leur temps pour trancher, mais qui devront in fine le faire. Donc le dilemme frappera d'abord les pays de la région, mais il se posera à terme à l'Europe, il se posera à terme à nous, et la Chine sait très bien déjà exploiter ces divisions. Ce sera donc un défi pour la politique étrangère française que d'utiliser les années qui viennent pour éviter que l'Europe ne finisse par se retrouver aussi divisée dans cette nouvelle bipolarité qu'elle l'a été dans la précédente. Merci. Merci.